Jim, great to have you on board on this roundtable, and greatly appreciate the time that you're putting aside to talk about your experiences in telemedicine. And starting with your time in the VA and the program that you drove across the network, and then moving on to your leadership at the American Telemedicine Association, it would be great if you could reflect on the changes you've seen in the American Telemedicine Association. It would be great if you could reflect on the changes you've seen in the industry, but also equally importantly, on the changes in the regulatory and reimbursement side, and how barriers are slowly being dismantled. Ed, thank you very much for the invitation to be a part of this. And, as I think about your question, going back to my time in the VA, my time in telemedicine actually goes way back earlier than that into the Army, when I was taking telemedicine into Haiti, as an example, when we were really in the very early stages of telemedicine. When the Army, with its Telemedicine and Advanced Technology Center, was a very big part of the American Telemedicine Association when it was in its infancy and actually just being founded. And when I remember taking a telemedicine set of equipment that we had actually sent to Mogadishu, and getting them going over there to get them to get it out of the closet so that they could start to use it and actually link back to Walter Reed and be engaged there. So that dates back well into the early 90s, or early and late 90s. Fast forwarding, when I got to the VA, I wouldn't take credit for being the guy that drove it across the VA, because the VA, which is really the largest integrated delivery system in the United States, had been at this in bits and pieces for a long time, sometimes in conjunction with the military in terms of learning, not as a combined system, but in terms of sharing the learning, because so many people move back and forth from military into the VA. But it was every time I would, as a secretary of the VA, go visit a VA hospital, I would stop at the telemedicine office. And what I would wind up talking to almost invariably was a nurse, and I would get on a call with one of the veterans who was, out in the hinterlands, and invariably I'd hear something about, it's really great. I don't have to drive 50 or 60 miles to get my blood pressure checked, but I know if there's a problem, Nancy, the nurse, is going to call me. So it emphasized the importance of the technology, but also of the human dynamic. And the VA, even since I left, has rejiggered their platform and worked to try to, more systematize it across, as I say, the largest integrated delivery system in the country. And so when COVID hit, the VA, which was already doing something like 41,000 video visits to home a month, expanded that by 1,831%. I mean, incredibly, doing essentially the number they were doing in a month, they're doing every day. And when you start looking at their stats, I think it talks about what the potential for telemedicine is to be able to do, not only in providing access, but equitable access. And so if you look at the number of users in the VA of VA services in general, the African American population is about 17%, but they were something like 24% of the telehealth visits. When you look at the female VA users, across the board, they make up maybe 10% or a little bit more of the overall VA users, but 20% of them got access with telemedicine.
were of the telemedicine users. And so it starts to just tell you that you know, we always talk about the issue of telemedicine providing not access and the potential for providing equity, which is one of the challenges with technology, because some places really don't have the broadband, don't have those kinds of things. But it talks about the importance of a whole holistic approach to advancing telehealth to be really just a part of healthcare. The mental health has seen a significant upturn and has stayed up. Some of the other visits have sort of plateaued down as people could go back into doctors' offices, but the mental health has continued to be getting rave reviews and continue to grow. Access. Ages, you know, people used to say, well, you know, old people like me, they're not going to use telemedicine. I've had a telemedicine visit, by the way. But the people that were age 60 plus, 42% of them are make up, you know, using 60, less than 60% plus in the VA system. So I think it's yeah, you know, I was really proud, and I think it reflects what we saw in other systems too. People, the systems that already had a base and had been thinking about telemedicine, even though, and we'll get to the sort of the barriers in a minute, but um, even with that had a base, when the barriers were lifted, they expanded exponentially in all cases. And the numbers in the VA for a system like that are in terms of percentage increase is not unusual when you survey across the population. I've been on telemedicine calls with the ATA where people talk about making, you know, 5 years of progress in 3 months, you know, or 10 years of progress in 3 months. But I think the other thing is what is telemedicine, and the VA is also instructive in that. I mean, it's more than just video to home. You know, it's the ability to leverage specialists out to the community-based outpatient clinics that they do. So you're leveraging specialized care out there. You know, that in the rural America, that's sometimes the only way an emergency department out there can get a specialty consult is with telemedicine. Stroke care has been around as really for quite a while as one of the use cases. It doesn't get as much attention as I think it should, but you know, it is one of those things that brings better care more quickly to those where it could really make a difference in terms of the telestroke programs. You know, some people, the ECHO program is continuing education, but you know, I think all of these are continuing education. You have a specialist beaming into a primary care or a you know, an outpatient clinic, and you know, talking about the dermatologic picture that the guy is seeing and helping interpret it. Well, that's a learning curve for that primary care person anyway. So, and then this whole notion of chronic care and or care for chronic conditions and the ability to monitor people in their homes. Um, you know, I think that is going to be really the next one. We were talking earlier about what's the next hospital going to look like, and you know, they're going to be places where really sick people need very intensive care, uh, because I think there's going to be a whole way of bringing care to the home, leveraging the mobility devices to allow people to do those home visits that don't necessarily have to be a PhD nurse, but can be mentored and monitored, and at the same time get the benefits of understanding truly what the social determinants of health are on the ground, uh, and then the systems will be able to react to that as well. So, you know, I've sort of rambled on here, but I when you start looking at the barriers to telemedicine, you know, they've been in the area of cross-state licensing in the United States, and those were lifted under kind of emergency circumstances. Exactly how far they're going to come back, I think that
that's a question that remains to be seen. The idea of reimbursement, it's another one that it was basically wide open. And so that physicians and practitioners were getting reimbursed really at a face-to-face rate. And it expanded the people who could actually use telemedicine, significantly. As I get the number of additional specialists that under, I think there were 41 different rules and regulations that were ultimately lifted or modified. Things like that I think will probably come back a bit are the platforms like that aren't necessarily HIPAA compliant that were allowed under the relaxation of the rules. And I think some of those kinds of things are going to come on back. And I think reimbursement will probably be readjusted. But I think we're going to continue to see reimbursement for telemedicine. I think this notion of paying for value, where systems are going to say, this is a less expensive way, not only less expensive, but a better way, more appropriate. You get people the care when they need it, where they need it, so they don't wind up in the emergency room. Those kinds of things, so you don't have a hospital readmission. Those kinds of things will wind up saving a system money if you're out of a fee-for-service environment. So I think as nothing ever stays still. So those things are going to continue to move along in my judgment. It's amazing to hear how this forcing function of the pandemic has driven significant advances in the equity of care across the VA, and I know that that's replicated in health systems, public, private, military, all over the world. Jim, would you just care to reflect a little bit on how clinical attitudes are changing as a result of the realization of the value of telemedicine? Well, change is always a challenge. I mean, you always have the people that are on the bleeding edge and some on the leading edge and some that are, from Missouri, like I am, show me, but in this case, I think there are two factors, and McKinsey actually did a look at this. And what you had was patients who had never used it before had that was the only alternative. And so they used it and said, geez, this ain't so bad. Clinicians who had never used it before were forced to change their workflows and their way of doing it. So, and they realized, well, maybe I can do some of this. And yeah, it is working for me. And oh, by the way, in this case, I'm getting reimbursed. So you had significant percentages who had never experienced it or wanted to or had an interest in it that were all of a sudden forced into it and became comfortable and saw the advantages of it. Now, some are gone back and say, no, I'm more comfortable with face-to-face, and it is those two factors that have changed a bit of the cultural, which is always the biggest burden in terms of making change. Yeah. I think there's also a workforce transformation and resilience discussion that's going to emerge from this around how do we reset the work-life balance for the clinical leadership? Yeah. How do we ensure? There's by 2030, there are estimates that there in the United States there'll be 120,000 physicians short. And so the issue is, how do you push people to work at the top of their license? How do you spread the shortage and adjust to the shortages by offering remote access to clinicians and to care teams? I think that's another piece that's going to come about. I've seen telemedicine visits with physician's assistants, with nurse clinicians, as well as providers. Yeah, I think that's also highly relevant in many European countries like Italy, where parts of Italy are denuded of clinical specialists. And the conversation is now about how do we re-engage the retired clinical community and get them to rediscover the joy of practicing medicine. Mm-hmm. It's interesting that when I was on the board of HIMSS, that was one of our
one of the stated goals for one of the years was to re-inject joy into the practice of medicine. Mike Zaruki was our president at that time, and it was quite right too. And now that we've had the pandemic, even more so. Yeah. And then Jim, just briefly, you touched on it earlier a little around what does this sudden emergence of telemedicine as a viable solution to a number of the challenges in healthcare, how does this begin to impact on the design of the hospital of the future? Well, I think when you start looking at providing kind of routine care, a hospital is a very expensive place to do it. It requires all the infrastructure. Now, it may mean that you've got to reimburse hospitals differently, because what they're not going to be able to, because so much of what they would normally sit in a hospital could actually be done at home with the closer to the when you bring all of the support services and social systems together to work conjointly. I think you can really do that, and conjointly. I think you can really do that, and you know, you with and you know, you with telemedicine being able to be the kind of a first step in getting care directed to the home setting, and directed to the home setting, and directed to the home setting, and when you start bringing in the ambulance services that can integrate their technology as well as their skill sets, you know, to be able to not just be there to scoop and, you know, take them to a hospital or an emergency room when they don't need it, but be able to get the telementoring to be able to support the patient as close to home as possible. I think that it'll change how you design hospitals, which are going to be, as I think, taking care of really a much sicker cohort, be focused on surgical interventions, which are going to need to be done in a hospital or a surgical center. But it's going to be for those that I think really require that extra level of care. But yes, I agree. I think this is, you know, I tell people that this is a really exciting time to be in the health industry, because there's so much opportunity to do so much good. And it, you know, it is. People sometimes bemoan the fact that we're a little slow to change, as they, you know. But you start to understand that it's not a malevolency. It's, you know, your people's lives are in your hands. You start changing just to test something without doing it, you know, in a manner. You know, you worry about, are you going to get the same, at least a bit of result as if you're doing it the way you know you've grown up with. So that's what I'm saying. This has been a forcing function and by and large, I think people have really adopted and accepted it. And it leads to saying, how can this technology and these processes be just built into how healthcare is delivered, as opposed to, well, there's telemedicine over here, and then there's real medicine over here. I think that's that line is being erased. Yeah, I completely agree, Jim. Dr. Peake, thank you so much for sharing your experiences and your thoughts with us. It's always an enlightening experience. I always learn so much from our chats. And with that, I'd like to thank you. I'd like to thank CGI Federal for allowing us to have this chat. And Dr. Peake, it's a pleasure as always. Ed, thank you very much for the time. Dr. Hennessy, alors que vous réfléchissez à votre temps dans l'innovation dans le domaine de la santé, veuillez partager avec nous votre expérience de la télémédecine et vos réflexions, vos pensées
sur ce que l'avenir réserve aux soins virtuels. Bonjour. Tout d'abord, Ed, merci bien pour inviter à parler à cet webinaire. Je suis heureux. En général, mon travail, je suis moitié chirurgien et l'autre moitié, je prends les nouvelles idées et je essaye à mettre dans l'hôpital. Et les gens essayent d'apprendre les gens à accepter. Audrey, c'est une très ancien hôpital. Ça fait plusieurs de 100 années à Liverpool. C'est un grand hôpital spécialisé. Et le bâtiment, c'est grand. C'était moche. Ça vient de l'époque victorienne. Et on devrait repenser, reconstruire cet hôpital, parce que comme ça, c'était pas un hôpital moderne. On voulait faire quelque chose de tellement différent. L'hôpital nouveau, c'est vraiment l'herbe qui va dessus le toile, là. C'est une des plus avancées hôpitaux dans le Royaume-Uni. Les données, c'est tellement en avance. L'architecture, ça gagne toutes les prises pour l'architecture. Et c'est un hôpital tellement spécialisé pour le cœur, en plus pour inflammation de les joints, c'est pas le mot. On fait tout, on fait n'importe quoi. Si tu es blessé un petit peu, c'est nous qui nous soignons. Si tu es quelque chose de tellement compliqué, c'est nous aussi. Voilà, c'est ça que j'ai fait. En dessous de l'hôpital, il y a une salle d'innovation. Ça fait 1000 mètres carrés. Et dedans, on marche avec les nouvelles technologies. Tu vois là, je marche avec une robot avec une caméra tellement puissante pour regarder en fin d'ITEL quoi je vais faire une opération dessous. Et c'est en troisième dimension. Et en plus, j'essaye avec une 3D print, un imprimant en 3 dimensions pour faire une opération, faire une simulation de l'opération. Et on fait des choses comme ça, on fait des tests, on fait des nouvelles choses. Et dans notre salle d'innovation, on a 3 équipes principales. Et les 3 équipes, ils font les autres choses. Il y a l'équipe de les intelligences artificielles, AI. Et ça, c'est pour les données, marcher avec les données, les data. Presque 7 gars qui sont spécialisés en ça. On a en plus Launchpad. Ça, c'est l'équipe qui fait les nouvelles idées. Et il marche et construire, on fait des prototypes pour les nouvelles idées. Et la 3e équipe, c'est le Growth Unit, c'est pour commercialisation, pour faire un petit peu d'argent pour payer les factures. Et les 3 équipes, il y a 25 personnes dans notre salle d'innovation. Et c'est pas toutes les choses de technologie. Une innovation, c'est on a mis une chef sur tous les services et une cuisine à tous les services. Il n'y a pas une cuisine centrale à Oldehey. C'est si tu es un enfant qui veut quelque chose à manger, il faut juste demander et le chef arrive. Et c'est gourmet. Il fait quoi l'enfant veut manger. Et c'est magnifique parce que une chose avec les enfants, il veut manger quand il veut manger. Et c'était moins cher à faire ça. Et ça, c'est une innovation, c'est pas toutes les technologies. Et ça, j'aime bien ça. On a fait un petit hôpital miniature pour les enfants, pour entraîner les enfants en chirurgie là. Tiens, c'est ma fille qui fait une opération là, elle regarde pas tellement. Pas parler de télémédecine sans dire quelque chose contre la pandémie de Covid. Avant Covid, comment on va faire la télémédecine pour soigner les bébés dans notre le service de néonatologie pour soigner les bébés.
On a toujours pensé que ça va être une bonne chose de voir une robot ou quelque chose en télémédecine on peut utiliser pour regarder parce que notre hôpital, il prend des bébés de quoi? C'est 6 millions de personnes. Ça vient de le nord de Wales. Il vient des centaines de kilomètres pour arriver à notre hôpital. Est-ce que c'est possible? On peut regarder en avance. On a fait des plans pour faire ça, mais c'était Covid qui a poussé nous à dire ouais, maintenant on faut acheter, on va prendre les robots et mettre dans notre service de néonatologie. C'était parce que si on n'a pas fait ça, moitié de notre cadre de médecins seniors, il est à la maison parce que il faut protéger son santé. C'était shielding, je ne sais pas si c'est le même mot en français, mais pour protéger la santé, moitié de notre médecin spécialisé pour néonatologie, il faut rester à la maison. Si on n'a pas avait notre robot de télémédecine, on va regarder une vidéo. Si c'était pas là, on ne pourrait pas faire le service. Tiens, je vais montrer la vidéo maintenant. So, this is Mr. Hennessy. Hi there. Hi, hello. Right. So the nurses have been telling me that the baby's tummy is getting bigger, and they're worried about the baby being sick as well. So I wanted to have a look at the baby's tummy, if that's all right. Yeah, if you wheel us in closer, and we'll set up the boom arm, and we'll have a good look at that tummy for you, and then we can answer any questions that you have. Yeah, c'est comme ça on utilise notre robot de télémédecine. Une autre façon de notre télémédecine, c'est on utilise HoloLens. Ça, c'est une de notre chirurgien qui s'appelle Rafael Guerrero, une des chirurgiens de cœur. Il utilise le HoloLens pour réduire le nombre de personnes sur les rondes de les services. Parce que les étudiants peuvent regarder, ils peuvent regarder quoi ils regardent, parce que le HoloLens a une caméra dedans, et en plus, on va regarder une vidéo là aussi, il peut projeter quelque chose dans son champ de vision. Et comme ça, quand il fait une opération, il peut regarder les scans, il peut regarder les autres infos, et en plus, il faut un petit peu d'advice, il peut demander, quelqu'un peut juste faire il peut appeler et regarder quoi il peut regarder avec son HoloLens. Alors, on utilise cette technologie aussi beaucoup. Quoi va venir? C'est quoi le futur? C'est quoi la prochaine avance en télémédecine? Moi, je crois c'est l'intelligence artificielle qui regarde avec la caméra. Parce qu'il y a un signal. Quand tu regardes un bébé, tu peux dire si c'est malade. Juste pour regarder. Ça devrait arriver. Si tu regardes avec une caméra, avec de l'intelligence artificielle dedans, ça peut faire la même chose. Tu vois, nous, on a une infirmier à notre service de néonatologie qui s'appelle Colette. Elle est incroyable. Hein. Quand elle regarde un bébé, on sait bien si c'est une malade bébé ou si c'est une malade bébé qui n'est pas malade. Moi, je regarde et oui, je sais, mais pas comme Colette. Hein. Colette, c'est comme la magie. Si c'était possible à faire une caméra avec de l'intelligence artificielle, aussi bon de Colette, ça peut soigner 1 million de bébés, comme ça. Ça va être magnifique. Ça, moi, je crois que c'est le futur de les diagnostics. Et en plus, pour nous, pour les bébés, tu vois là, le lit de le bébé, les côtes sont claires. Tu peux regarder, traverse. Et ça, c'est mauvaise. Pour
pour le bébé parce qu'ils n'aiment pas les lumières vivantes. Hein? Ils ne veulent pas être dans dans la lumière fort. Ce bébé devrait être en noir. Il devrait être dans le maman. C'est pas normal d'être comme ça quand il est 3-4 mois en avance. Et en plus, le bruit, on ne veut pas le bruit avec le bébé, ça stresse. Tu vois, on a fait une prototype d'une lit de bébé qui est isolé. Le bébé est dans le noir. Je crois que si tu mets une caméra dedans ça retire la raison pour avoir une côte claire. On peut utiliser la télémédecine pour faire ça vrai. Et c'est pas juste le diagnostic, hein. C'est pas juste des choses comme ça. Le télémédecine, c'est important pour les raisons de compassion, pour faire une connexion entre les parents, les frères, les sœurs, les grands-parents et le bébé. Cette connexion, c'est important. On fait un projet au moment pour utiliser les caméras. Et c'est juste pour les parents et les familles. Et ils aiment ça tellement. Et je crois que c'est le futur. Tout le monde peut regarder les bébés à le bon temps. Mais quoi va arriver? Je sais pas complètement. On va voir quoi va arriver. Mais la pandémie de Covid, ça a avancé tellement vitement. Merci bien pour écouter. J'espère que tu trouves les autres présentations intéressantes. Et au revoir. Continuons à construire des hôpitaux dans le style du début XXe siècle. Des grandes monolithes avec des flux de travail complexes, des chaînes d'approvisionnement qui généralement priorisent la logistique plutôt que l'offre de services très hostile pour lequel le patient cotise. Dans votre vision d'un nouveau style d'hôpital digne du XXe siècle, comment voyez-vous la transformation numérique apportée par la télémédecine influencer la conception des nouveaux hôpitaux? Quels sont, selon vous, les principaux avantages de cette approche de la société en général? Eh bien, donc, le numérique et le médical nous donnent deux révolutions profondes actuellement, des bouleversements que nos habitudes ont du mal à suivre. Ce sont des bouleversements en qualité d'offres, d'instantanéité, de profusion, de précision, de multiples avantages. Et aujourd'hui, nous avons du mal, d'une part, à les percevoir et encore plus de mal à les mettre en œuvre dans nos habitudes quotidiennes, de bâtiments, de pratiques, de protocoles médicaux. Donc, on voit bien que la géographie aujourd'hui est encore balbutiante, c'est-à-dire que des hôpitaux ont du mal à s'entraider parce qu'ils ne sont pas numérisés suffisamment et qu'ils ne savent pas ce que les uns et les autres font. L'État a essayé d'organiser des groupes hospitaliers de territoire pour faciliter cette gestion. La gestion humaine est en train de se mettre en place, mais la gestion numérique n'y est pas tout à fait. Il y a des niveaux très disparates. On trouve toujours des hôpitaux qui sont plus avancés que les autres, mais quand on voit où en sont les États-Unis, où en est la Cleveland Clinic depuis 10, 15 ans, 20 ans presque, on est encore très loin. Et donc, cette gestion est difficile. On voit on a du mal à gérer les urgences, à répartir les patients, à faire une télémédecine de pointe. Et donc là, le Covid a été une expérience hyper intéressante parce qu'elle nous a poussé à davantage d'approches avec cette télémédecine. Il y a eu un progrès certain fait par Doctolib notamment. L'État a essayé de mettre en place, de financer cette numérisation des hôpitaux. Il a donné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et finalement, le résultat est plutôt décevant. Nous, on continue à mettre des attentes dans tous les sens. On met des guichets d'accueil. On ne met pas d'automate pour s'orienter. Il n'y a pas de logiciel sur son téléphone lié à un hôpital. Donc, on est très en retard. Au niveau urbain aussi, et au niveau urbain et territorial, ça pêche parce qu'on voit qu'il y a des disparités
de l'offre de soins sont très fortes. Il y a des zones avec des déserts médicaux, on prend des taxis pour faire des 200-250 km aux patients en cancérologie ou juste pour un examen ophtalmologique. Et on voit qu'alors qu'on pourrait déplacer la consultation, travailler avec des gens en local, en infirmière ou médecin, les choses ne se font pas. Donc on pense que le numérique va révolutionner la géographie de l'offre de soins. Au niveau du bâtiment et de l'architecture, là, notre infrastructure est prête. C'est-à-dire que chaque bâtiment est équipé maintenant, bâtiment neuf, hein, de fibres optiques, toutes les dispositions qu'il faut. Mais ce qu'il manque, c'est les logiciels, les pratiques, les formations, toute la gestion de l'accompagnement du changement. Ce que l'on n'a pas actuellement, par contre, c'est des dispositions plus fines. Voilà, je suis médecin, je fais ma consultation. Rien n'est fait pour moi pour que je puisse faire une télémédecine depuis ma consultation. La lumière n'est pas la bonne, l'éclairage naturel peut m'éblouir, le son n'est pas forcément bon. Donc heureusement, les machines, et on le voit là dans mon interview, les machines font des progrès. Mais l'environnement, avoir le dossier médical d'un côté, les radios de l'autre, savoir dialoguer avec le patient, avoir ses impressions en direct, tout ça, on ne nous le demande même pas. Donc aujourd'hui, on fait plusieurs hôpitaux neufs, on n'a aucun lieu de télémédecine adapté. Les blocs opératoires, eux, par contre, ont progressé, c'est-à-dire qu'on a une numérisation assez complète du bloc pour les anesthésistes. La radiologie commence à se faire, mais le radiologue continue à nous demander son territoire et sa gestion territoriale propre, alors qu'il n'y a rien de plus numérique que la radiologie, et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mettre la radiologie proche des flux patients qui en ont besoin. Et donc, on devrait avoir des manips en consultation, des manips en urgence, des manips près du bloc si on fait peut-être beaucoup d'orthopédie, et avoir un pool de médecins radiologistes qui soient ensemble, à se concerter avec les médecins. Et donc aujourd'hui, on voit que ça aussi, ça peine à se mettre en place. Donc on commence à avoir les premiers exemples de radiologues qui se mettent en place, mais c'est encore embryonnaire et c'est assez exceptionnel. Donc la révolution est en place, mais elle ne s'installe pas. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque là-dessus? C'est l'habitude, c'est le problème de la sécurisation des soins. On n'ose pas changer parce qu'on a mis peut-être 20 ans à mettre en place une équipe qui marche bien autour du médecin-chef, qui fonctionne bien, qui a des niveaux de performance très intéressants. Et si on commence à chambouler tout ça, on a peur, d'une part, de perdre ses capacités, de perdre son aura et sûrement, probablement, de mal faire. Et donc, les choses n'avancent pas. Mais aujourd'hui, on va être devant une population accrue de personnes âgées qui vont venir, qui sont relativement numérisées. C'est-à-dire que je pense que la génération qui va arriver, là, des gens qui sont nés à partir des années 60, sont relativement numérisés. Donc tout le papy boom qui va être devant nous pourra accéder à l'informatisation. Parler d'informatique, ça ne veut pas dire faire tout en informatique. On doit pouvoir débrayer l'informatique pour des gens qui sont soit en handicap, soit en incapacité de se servir des outils numériques. Il faut continuer à avoir cette capacité d'accueillir les gens, sûrement plus humainement, mais pré-remplir ses dossiers, avoir le dossier patient numérisé, gérer son hôpital, gérer du service. Qu'est-ce que vous voulez manger à midi? Est-ce que vous avez un menu et tout ça? Tout ça n'est toujours pas géré de façon très informatique. Donc aujourd'hui, nous, on structure les bâtiments autour de, je dirais, 4 grands thèmes. Il y a le numérique médical, qui est une boîte qui doit être interopérante. Il y a le dossier patient, qui est un élément fort, qui doit lui-même être opérant de façon permanente. Donc le dossier patient, qui n'existe quasiment pas, il faut bien le reconnaître, et qui ne se passe pas d'un hôpital à l'autre, donc c'est extrêmement pénible. Il y a après tout ce qui est logistique et administratif, qui fait partie d'une autre boîte qui devrait être liée à l'hôtelier et à la gestion hospitalière, alors que la pharmacie et la ST peuvent être liées à la gestion médicale. Et puis, toute la logistique bâtiment. Et aujourd'hui, on a des GTC. C'est intéressant de voir qu'on fait des bâtiments très, très, très techniques, que l'on ramène tout sur une centrale pour opérer les contrôles, voir si l'eau a de la légionnelle, si les centrales consomment bien, combien on consomme d'électricité, etc. On fait des boîtes extrêmement intelligentes et très numérisées. Et on a fait un audit, il n'y a pas bien longtemps, sur nos établissements. Et on s'est aperçu que ces gestions techniques centralisées étaient utilisées à 25%. 25% des établissements utilisent cette gestion technique centralisée. Et aujourd'hui, nous, architectes, on va encore plus loin parce qu'on travaille sur des maquettes numériques complètes et nos bâtiments sont faits totalement en numérique. Donc, j'ai un modèle numérique total du bâtiment avec tous ces ingrédients. On fait modéliser ces bâtiments par les entreprises pendant l'exécution.
Donc on dispose d'une somme de données phénoménale que personne ne va être capable d'utiliser. Et aujourd'hui, les établissements de santé ne nous demandent rien sur ces maquettes numériques. Et même les gens qui sont très développés en termes de patrimoine immobilier, qui sont des assurances, qui sont des grands groupes français ou des hôpitaux, ne s'organisent pas pour gérer les hôpitaux depuis des points centralisés parce qu'on a accès à peu près à toutes les données et on pourrait faire de la gestion anticipée. Changer le relamping, changer les lampes à un moment donné, changer les filtres, changer des choses. On pourrait se programmer des choses beaucoup plus fines et aujourd'hui, il y a beaucoup d'économies à faire avec cette gestion-là que l'on ne fait pas. Et on travaille aussi sur d'autres thématiques, ce sont les hôpitaux qui ont des mouvements pendulaires de patientèle, ceux qui sont dans les zones touristiques. Je pense par exemple à La Rochelle qui va travailler avec l'île d'Oléron, l'île de Ré, qui est en lien avec Rochefort. Là, le système numérique est capital. Arriver à gérer des flux de patients qui arrivent potentiels, avec les touristes qui vont se casser la figure en vélo, qui vont se casser un poignet, qui vont avoir un petit traumatisme. Ce sont des flux, il faut déplacer les personnels, il faut déplacer les hélicoptères, etc. Tout ça peut se manager davantage en informatique. Quand on interroge les gens des urgences, ils nous disent bien qu'ils savent à quel moment viennent les pics. Alors, il y a les pics épidémiques pour la grippe ou pour le Covid ou des choses comme ça, mais on sait que le vendredi soir, il y a un pic, on sait que le dimanche soir, il y a un autre pic, et c'est pas les mêmes, que le mercredi après-midi, il y aura un pic pédiatrique, etc. Eux connaissent parfaitement à quel moment les patients vont arriver aux urgences. Ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est mettre en phase les pics d'arrivée d'urgence avec la gestion du personnel. Bon, c'est très compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, on pense que la numérisation, c'est avant tout un service public que l'on va mieux rendre aux patients, c'est-à-dire que c'est l'offre de soins qui va être bien améliorée. Et aujourd'hui, nous, on travaille maintenant avec des designers qui font du design de services pour modéliser les services à des patients, des gens qui sont en complexité médicale, c'est-à-dire que j'ai un cancer, mais en plus j'ai une autre pathologie, ce qui fait que je dois faire le tour de plusieurs médecins dans plusieurs établissements. Et aujourd'hui, c'est des parcours de l'enfer. Et donc, on essaye de travailler avec des établissements, avec des informaticiens, pour améliorer ces parcours et faire en sorte que ces parcours soient pré-modélisés avec l'Institut Curie, avec d'autres gens comme ça, pour que derrière, on puisse imaginer que le parcours spatial se passe beaucoup mieux. Voilà C'était excellent, Jérôme. C'était vraiment super. Et j'ai constaté que vous avez parlé de défis interopérabilité pour les dossiers médicaux des patients. Et ça reste encore un des plus grands défis dans le monde informatique, dans la santé. Mais aujourd'hui, on met tout sous IP, donc normalement, l'interopérabilité, elle doit exister. Quoi. Il n'y a pas de... Mais après, ces habitudes, c'est chaque propriétaire de logiciel se protège en bloquant le système. Et là, aujourd'hui, je suis passé de 2-3 écrans dans les salles d'opération à 8 ou 9. Et donc, c'est infâme. C'est infâme. On fait des blocs opératoires, il n'y a plus que des télés partout. Et j'essaie de tout rassembler sur une seule télévision. J'espère y arriver à l'hôpital de Monaco qu'on est en train de faire, de ramener tout sur une seule télé en disant aux gens, vous ne pourrez venir que si vous savez vous intégrer sur un seul système. Si vous ne savez pas, ben vous ne viendrez pas. Donc, mais on va l'anticiper de plusieurs années pour que les gens aient le temps de faire les petites modifications de leur process qui permettront de venir sur les télévisions. Et Jérôme, quand vous pensez des exemplaires mondiaux, vous avez parlé un peu là de Cleveland Clinic. Oui. Qui sont les autres organisations que vous voyez comme très avancées à ce niveau d'architecture et médecine? Alors, ce que l'on voit apparaître, c'est les Orange en France. Orange se préoccupe de ce sujet-là. Google Santé essaye de se positionner aussi très très fortement. Donc on voit que la santé numérique est un enjeu commercial puissant, c'est un enjeu mondial. Toutes les sociétés développées vieillissent à vue d'œil, à part nous, mais tous les autres vieillissent. Et les Japonais ont des systèmes quand même relativement élaborés. Alors surtout pour aider les patients, j'arrive, je tape sur un écran, je vais voir la consultation 322, j'ai pas besoin de demander mon chemin, comme ce sont des hôpitaux assez importants. Et ben, on dit allez à droite, allez à gauche, et le temps d'attente est limité, on me donne des informations. Donc au Japon, on a vu beaucoup d'exemples d'hôpitaux, comme ceci, un petit peu au Danemark. Voilà. Mais c'est aux États-Unis que j'avais été le plus estomaqué de voir comment les établissements, alors je pense que la Mayo Clinic et Cleveland Clinic
sont extrêmement avancées. Mais en France, chaque fois qu'on parle de ça, la CNIL se met en position de veto sur attention, la priorité, les données patients, il ne faut pas qu'elles s'échappent, etc. Personne ne se préoccupe de ce qu'on achète à la pharmacie avec sa carte bleue qui donne toutes les informations. Personne ne se préoccupe des billets que je prends pour aller à droite. Enfin, on donne nos données à tout le monde et personne ne regarde aussi les manques, les mauvaises pratiques que le manque d'informatique provoque. C'est-à-dire que le nombre de radios qui sont mal attribuées à une personne, les laboratoires ont fait des progrès, mais à une époque, on faisait un laboratoire qui s'adressait aux mauvais patients. La radio aux mauvais patients. Les prescriptions médicales vont aux mauvais patients. De mauvaises prescriptions. Et ça, c'est parce que c'est pas informatisé, que c'est pas suivi. Et donc, on regarde que ce qui pourrait ne pas marcher. Ça, c'est pas ça. Mais on ne regarde pas tout ce qui marche mal et qu'on pourrait corriger. Et donc, le bénéfice-risque aujourd'hui est très, très mal perçu par les autorités qui essayent de gérer la confidentialité des données. Voilà. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que les hôpitaux, ayant tellement de contraintes, de peur, je dirais que c'est un peu une espèce de chasse aux sorcières qu'il y a dans ce domaine-là, que Doctolib a la voie libre pour faire tout ce qu'il veut et demain, ça va être des premiers, forcément, il va avoir un système numérique incroyable. Et je pense que la révolution va être boostée quand on aura chacun notre carte génétique avec notre prévisionnel du cancer de la prostate, du cancer des yeux, etc. On va avoir des données médicales prescriptives avec les données de mon père, celles de mon grand-père, celles de mes mères, etc. Et là, on aura tellement de données qu'on aura une arborescence. Donc, on aura, je pense qu'on va aller, ce que j'ai expliqué un petit peu, vers des données. On va être vers une médecine de plus en plus prédictive, de plus en plus à la chinoise, c'est-à-dire qu'on fera plus de prévention. Donc, on fait déjà le colorectal, on fait le cancer du sein pour les femmes, on fait maintenant la cardio pour les femmes parce qu'on s'est aperçu qu'elles avaient beaucoup de risques cardiaques. Donc tout ça, on va faire davantage de prévention et surtout on va personnaliser. Aujourd'hui, que je sois une femme ou un homme, j'ai le même degré de médicaments sur la même pathologie, alors qu'on a quand même quelques kilos d'écart en général de différence. Alors Jérôme, vive la révolution. Hein? Ouais, on est en France. Ok, Monsieur Jérôme Bataille, architecte, merci bien de passer de quelques minutes avec nous. Merci. Alors, docteur Ha, actuellement au Vietnam, la télémédecine a montré son rôle important pour tous les secteurs médicaux. J'aimerais que vous nous présentiez un peu de votre expérience et vos pensées de la perspective pour développer cette technologie pour votre spécialité au Vietnam. Bien sûr que, monsieur, vous savez bien qu'actuellement, la télémédecine a participé dans tous les domaines de la médecine, pas seulement dans une spécialité, mais de tout. Donc, comme vous le savez, maintenant, on a utilisé télémédecine dans tous les domaines pour téléconsulter, pour voir les malades de loin, pour donner le diagnostic et aider les médecins à longue distance pour faire des prescriptions, pour faire des interventions. Et puis, comme vous le savez, que mon hôpital, c'est l'hôpital Viaduc. Donc, c'est un centre hôpital universitaire. Ici, dans mon hôpital, on a 36 des petits hôpitaux qui sont des périphériques hôpitaux qui connectés avec mon hôpital. Et comme quoi qu'on doit, et on a le plus gros hôpital de la chirurgie pour mon pays. Ça veut dire que vous pouvez imaginer que c'est une grosse structure avec 2000 lits. Et avec ces 2000 lits, on a environ plus de 50 de centres opératoires. Wow. Donc, on fait environ de 150 ou 200 interventions par jour, de type de grosses interventions. Et totalement, pour toute l'année, on fait plus de 70 000 interventions par an. C'est pour tout hôpital. Donc, on est en charge de tout ce qui est en chirurgie pour tout le nord du Vietnam. Ça veut dire que la population, c'est environ 45 millions d'habitants. Et avec tout le problème au Vietnam,
il y a un rôle différent entre des hôpitaux dans le rang ville et les petits hôpitaux dans la province ou les hôpitaux dans la montagne qui est très loin du centre du pays. Et puis, c'est la raison pour laquelle on trouve que la télémédecine est tellement importante. Et maintenant, avec la télémédecine, mon hôpital peut connecter, comme je vous dis, environ 36 ou 40 de petits hôpitaux en province. Et on peut aider les médecins dans ces hôpitaux, comment faire le diagnostic, comment faire la radiologie, comment faire le traitement, la chirurgie pour aider ces hôpitaux. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui est important parce que, comme on dit que qu'avant, il y a beaucoup de malades dans des montagnes très loin de Hanoï où doit envoyer les médecins là-bas, doit envoyer les malades qui viennent très loin distance pour aller voir le médecin dans le rang ville. Et puis, la famille doit aussi quitter la maison et aussi d'aller très loin. Et maintenant, avec ce système de télémédecine, le malade ne doit pas envoyer pour très longue distance et on peut le soigner dans les hôpitaux qui est tout près de son maison, de sa maison. Donc, je trouve que c'est important. Et aussi maintenant, avec la pandémie de Covid, vous voyez que les malades pour le transporter les malades comme ça devient tellement difficile. Donc, je trouve qu'avec la télémédecine, ça peut nous aider beaucoup. Et c'est pourquoi, dans l'avenir, je trouve que c'est encore de très grosse demande pour la télémédecine dans notre pays, quoi, dans mon pays. Et puis, je trouve qu'il y a une autre raison, et comme quoi que c'est important. Parce que, comme je vous raconte le problème, comme pour la chirurgie comment dire, très pointue, ça veut dire qu'on veut développer des techniques très modernes. Avec la télémédecine, vous avez entendu parler de la chirurgie, de téléchirurgie. Donc, je crois que c'est la première intervention de type de téléchirurgie qui a été effectuée en 2001 par une équipe française. C'est le professeur Jacques Maresco qui était à New York, mais qui a opéré le malade à Strasbourg. Ok, c'est la distance de 700 à 7500 km de loin. Donc, c'est comme le transatlantique. Ça veut dire que c'est la raison pourquoi de cette intervention qui a été nommée comme Lindbergh chirurgie. Ok. Donc maintenant, lui, le chirurgien qui reste à New York et qui avec le télé, tout avec l'internet qui a arrivé à connecter avec le robot à Strasbourg et puis qui peut faire la chirurgie pour le malade. Donc la chirurgie avec robot pour nous c'est très intéressant et que avec l'aide de robots, je crois que le robot peut faire beaucoup d'interventions qui est tellement difficile dans des endroits dans le corps humain qui est bien délicat et étroit. Et puis le robot peut aider. Et ou bien le robot qui peut faire de toutes les aides qui sont très précises. Comme, comme si on doit faire de petites sutures, de petites anatomoses sur des petites artères ou petites nerfs. Parce que nous, on fait beaucoup de microchirurgie. Ça veut dire qu'il faut de travail sur des artères ou des nerfs qui ont environ de 1 mm ou 2 mm de diamètre. Et donc, pour de tout petites artères, il faut mettre au moins de 8 ou 10 points de suture. Avec tout petit,
Donc, avec la main humaine, ça peut être quelquefois qui tremblait. Et avec le robot qui peut travailler beaucoup plus précisément en comparé avec le chirurgien normal. Donc, je trouve que le télémédecine peut nous aider, pas seulement pour des télémédecines normales que vous allez voir pour le téléprescription, télédiagnostic, téléassisté, mais si la télémédecine avec toutes les hautes technologies très, très modernes comme la chirurgie robotique peut nous aider beaucoup pour faire des très hautes technologies et qui peut faire une autre révolution dans la domaine de la chirurgie. Et c'est pourquoi si vous me dites comment je pense que l'importance de la télémédecine pour mon spécialité. Donc, si vous voulez, je dois vous, raconter un peu l'histoire qui est un peu lente de mon hôpital, par exemple. Mon hôpital qui a été fondé en 1902. Donc, si vous voyez à l'époque, le premier directeur de l'hôpital est docteur Yaxin, donc Alexandre Yaxin. Donc, lui, il est aussi un médecin de Suisse et français. Et il a en même temps, il est un élève de Dr. Louis Pasteur. Donc, il est médecin, un biologiste. Et il a trouvé les accents de peste. Et puis, après fini l'étude en médecine à Paris, il a fait, je crois, de quelques années travail à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, où j'ai été à Hôtel-Dieu en 2002-2003. J'étais aussi dans cet hôpital. Mais lui, monsieur Yaxin, quand il a fini ses études, il travaille quelques années en France. Mais après, il a quitté la France pour aller en Indochine. Et après, il a fondé le premier faculté de médecine de Vietnam à Hanoï en 1902. Et il est aussi le premier directeur de mon hôpital, c'est le CHU de Viaduc actuellement. Mais autrefois, l'hôpital a été nommé Yaxin. Donc, il a dû, à l'époque, il a plus de 100 ans, il a dû déplacer de place très loin avec le bateau. Et ça fait des semaines ou des mois pour arriver de la France, pour aller jusqu'au Vietnam, pour faire une faculté de médecine, pour faire un hôpital, pour aider pour les malades au Vietnam. Mais vous savez, maintenant, avec la télémédecine, le docteur en France ou le docteur aux États-Unis ou même et aussi les docteurs en Angleterre, il peut aussi rester ce soir dans son pays et connecter avec les chirurgiens au Vietnam et nous, échanger, expérience avec nous et tout ce qui est nouveau, tout ce qui est dans la médecine peut aussi connaître par la télémédecine. Et comme quoi, je peux rester au Vietnam et je peux aussi accueillir beaucoup de connaissances sans besoin de quitter mon pays. Et aussi, je peux appliquer toutes ces connaissances pour donner des traitements pour mes malades. Par exemple, j'ai beaucoup de malades de type de congénitale, malformation congénitale du crâne. On dit que c'est crânio-maxillofacial. Et ce type de pathologie, ce type de chirurgie pour corriger la tête de ce type d'enfant, on dit que la chirurgie crânio-faciale, et qui n'est pas encore très, très développée dans mon pays. Et j'imaginais, il y a quelques années, on doit attendre des chirurgiens français ou des chirurgiens angleterres qui viennent ici pour nous aider, pour opérer pour cette malade. Mais maintenant, avec le Covid, personne ne peut y aller. Il n'y a pas de mouvement entre les pays. Mais comme avec la télémédecine, votre chirurgien
peut nous aider et peut nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, avec l'expérience, on a accueilli de quelques années. Maintenant, on peut le faire les chirurgies tout seul. C'est pourquoi, pour cette année, il a 2 ans, il a une augmentation très haute de cette activité. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont été bénéficiés par des interventions par des médecins, des chirurgiens vietnamiens. Pas besoin d'aller à l'étranger et aussi pas besoin que l'équipe étrangère qui vient, qui travaille avec nous. Et comme vous le savez, que l'équipe de Madame Catherine, c'est le Facing the World. Avant qu'ils viennent au Vietnam, tous les ans, avec un gros team, une grosse équipe qui nous aide beaucoup. Et 5 ans ou 10 ans avant, il doit amener à quelques malades de Vietnam pour aller en Angleterre pour se faire opérer là-bas. Mais une intervention qui se fait à Londres, qui coûte très cher. Et avec ce nombre de l'argent, si il va investir pour la télémédecine, pour l'éducation, il peut traîner beaucoup de médecins au Vietnam. Et après, les médecins au Vietnam font la chirurgie pour les malades, pour les Vietnamiens. Et après, une fois qu'on a bien fait cette intervention, on continue à aider notre jeune chirurgien dans les hôpitaux plus petits. Et comme ça, on fait une cycle et on peut soigner mieux notre malade. C'est quoi ça veut dire, voilà. Donc, et je pense qu'avec tout ça, le gouvernement va trouver tous les avantages de télémédecine pour nos spécialités et après, il va investir plus de l'argent dans notre spécialité et je pense que dans l'avenir, faire encore de plus moderne, de très haute technologie pour notre malade en la chirurgie crânio-faciale et aussi en chirurgie plastique et réparatrice. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous voulez encore des informations? Docteur, cette idée de faire l'entraînement des chirurgiens en utilisant la télémédecine est très, très intéressante pour développer la nouvelle génération de chirurgiens dans votre pays. Et je voudrais vous remercier pour partager avec nous vos pensées. Je vous prie, madame. Sur notre parcours télémédecine, nous avons déménagé des États-Unis au Vietnam, en passant par le Royaume-Uni à la France, avec des perspectives dans les domaines chirurgicaux, administratifs et architecturaux. Qu'il s'agisse de changer la façon dont les vétérans s'engagent dans leurs soins de santé à domicile, à l'enseignement et la formation de la prochaine génération de chirurgiens, il est clair que la télémédecine a déjà changé la façon dont les soins de santé sont dispensés. Ce qui est le plus excitant, c'est la prochaine phase de notre parcours. Comment la télémédecine devient un outil de transformation de nos systèmes de santé et comment nous concevons l'infrastructure physique pour soutenir nos patients. Je tiens à remercier nos contributeurs pour leurs précieuses perspectives et j'espère que vous avez apprécié cet événement autant que nous avons aimé le produire. Merci à tous.